Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Rodolphe Solbiac. Bonsoir Barbara, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va, vous êtes heureux, vous sortez un nouveau texte, vous écrivez beaucoup d'ouvrages, Rodolphe Solbiac, autour d'une problématique qui vous intéresse beaucoup, réparation. Mais je veux vous présenter, vous êtes maître de conférence en études anglophones, habilité à diriger des recherches, donc à l'UFR Lettres et Sciences Humaines à l'Université des Antilles. Vous êtes spécialiste de la Caraïbe, de littérature, et puis vous avez écrit, je le disais, plusieurs ouvrages, et notamment un avant-dernier sur la destruction des statues de Victor Schœlcher, et là, le tout récent, tout chaud, Savoir et réparation dans la Caraïbe, justice herméneutique et justice épistémique pour dépasser la colonialité. Il y a une notion, une deuxième notion, une troisième notion qu'il nous faudra définir, Rodolphe Solbiac. Alors, vous êtes universitaire, hein, je l'ai dit, mais un ouvrage qui s'adresse aux universitaires, mais pas que. Ce sont des notions qui vous tiennent à cœur, l'idée de réparation. Mais pourquoi vous avez écrit ce livre ? Alors, c'est ce livre qui s'est écrit au terme d'un parcours de recherche qui m'a conduit à écrire une thèse pour l'habilitation à diriger les recherches. Oui. Et puis un peu, par la force des événements, à me concentrer sur la question des réparations suite à la destruction des statues de Victor Schœlcher. Et donc, la recherche sur les sociétés postcoloniales entreprend de répondre à la demande sociale. Oui. Voilà. Et c'est cet ouvrage qui est composé de 5 parties assez différentes. Oui. Voilà, assez différentes. Il y a une logique, c'est complémentaire. Voilà, mais complémentaire. Oui. Plusieurs aspects. Oui, en quoi alors, venons du point de départ de vos interrogations, la destruction de la statue de Victor Schœlcher, puis les autres. Qu'est-ce que ça produit chez vous ? Alors, je m'intéressais au sujet depuis un certain nombre d'années. Ce sont des actes de mémoire qui ont été posés On dit que c'était en 22 mai 2020. Voilà, 22 mai 2020. Oui. Donc, il y a tout un processus. Personnellement, c'est une évolution qui répond à une aspiration, parce que quand je marchais dans les rues de Fort-de-France, je trouvais anormal, qui est surtout celle de Joséphine, de Pierre Bernardin Nambucq, un peu moins celle de Schœlcher, mais au fond, quand on explore les questions, Schœlcher a participé au projet colonial. Donc, c'est une dynamique qui arrive au terme d'un processus et qui relève d'une demande de mettre fin à la colonialité des savoirs, des représentations et des modalités de pensée. Alors, moi, je disais que les concepts de justice épistémique et justice herméneutique, c'était des concepts qui avaient été réfléchis par une philosophe anglaise qui s'appelle notamment Miranda Fricker. Mais en fait, ces notions-là font irruption dans l'espace public et universitaire, notamment à travers vos travaux, à travers les travaux aussi de Malcolm Ferdinand, à travers les travaux d'une jeune femme aussi, Madame Roig, qui travaille notamment en Allemagne. C'est quoi la justice épistémique ? C'est quoi la justice herméneutique ? Il faut définir les concepts. Alors, ces concepts émergent aujourd'hui dans le débat public, mais ils sont le soubassement de nos travaux de recherche depuis peut-être l'époque de nos études dans les années 80. Alors, si on parle de justice, c'est parce qu'il y a une situation d'injustice. L'injustice pour les Africains déportés et pour les peuples colonisés, c'est le manque d'accès au savoir sur eux-mêmes, qui ne leur permet pas de se penser de manière appropriée dans l'histoire et de prendre les décisions qui les concernent en connaissance de cause. Et cette situation est injuste. Et notamment l'injustice testimoniale. Par exemple, quand il y a Victor Schœlcher, où il n'y a que Victor Schœlcher, où il n'y a que Bernardin Nambucq, que Joséphine, c'est une injustice de témoignage, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repère autre qui pourrait permettre de se penser différemment et de penser l'histoire différemment. Voilà, donc quand il y a un caractère monolithique qui est imposé par ceux qui ont dominé, eh bien, ceux qui sont dominés sont contraints de se penser dans le cadre défini par ceux-là même qui les ont dominés. Et donc qui n'ont pas défendu leurs intérêts tout au long de l'histoire. Et la justice herméneutique,
c'est quoi? Donc c'est l'accès finalement aux sources, c'est ça? La justice herméneutique, c'est tout le mouvement qui se produit depuis peut-être 98 de manière plus visible dans la sphère franco-française. C'est tout le travail de mémoire, de récupération de la mémoire de l'esclavage, la mémoire africaine, de toutes ces avancées relèvent d'une évolution vers plus de justice, mais le chemin est encore long. Et alors, Malcolm Ferdinand parle de production d'ignorance. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le système tel qu'il a été pensé, organisé, dans une forme de continuité depuis l'esclavage, même après l'abolition, avec le maintien dans l'espace public de référents qui ne sont que des référents à finalement ces rapports de domination, ça produit de l'ignorance, sans compter les programmes scolaires qui, avant 2001, n'étaient pas à jour, ne serait-ce que de l'histoire de l'esclavage. Alors, un certain nombre de chercheurs, dont Medina, Medina, disons, notamment, on parlait d'ignorance blanche. Oui. Les chercheurs africains-américains, au début du XXe siècle, parlaient également d'ignorance blanche. Le système éducatif produit de l'ignorance, et c'est un problème très sérieux. Toujours le cas. En France, oui. Parce qu'il produit de l'ignorance, et vous voyez la bataille pour le savoir et la bataille autour de la désinformation. La fabrication d'ignorance s'est accélérée ces 5 dernières années. Donc c'est un enjeu majeur. Et cela se produit parce que pendant des décennies, le système universitaire, basé sur la pensée d'hommes originaires de 5 pays d'Europe occidentale, a dominé l'université. Et ces universités s'attachaient à transmettre ces savoirs-là exclusivement et donc à reproduire les situations qui existaient. Donc on comprend alors que l'université, l'école ont un pouvoir, ont une fonction fondamentale finalement dans cette justice, finalement et cette réparation. Et le fait que vous travaillez sur ces sujets-là, que vous proposiez vos textes qui soient repris et qu'on fasse cette émission par exemple, permet peut-être un début de réparation, c'est un peu ça l'idée ? Alors, bien sûr, la recherche permet cette réparation parce que la recherche a pour vocation de répondre à la demande sociale, à la demande de la société, de se saisir de questions qui sont informes, de s'intéresser à des phénomènes sous-jacents qui ne sautent pas aux yeux, et quitte à être dérangeantes. Par conséquent, cet ouvrage, dans une perspective caribéenne, aborde plusieurs dimensions. La recherche universitaire qui produit un cadre de pensée, qui articule des paradigmes. Donc, il y a une petite évaluation de ces paradigmes. En quoi ça a permis l'émancipation et d'avancer vers une justice épistémique. Il y a un chapitre qui étudie... Ce qui se passe au Canada. La rémittance d'une pensée de soi anticoloniale des Caribéens du Canada vers les sociétés caribéennes. Ah oui, alors cette pensée anticoloniale caribéenne, on connaît la relation entre l'Angleterre et la Caraïbe anglophone, avec les grands écrivains qui ont immigré, etc. Mais justement, on connaît si peu l'importance de Montréal et Toronto, mais notamment Montréal dans les années 60, où cette jeunesse estudiantine élabore une pensée anticoloniale, et ces jeunes qui ont fait leurs études au Canada, qui ont fréquenté les grands penseurs caribéens, C.L.R. James, qui en 68 ont rencontré tous les écrivains qui ont participé au congrès des écrivains noirs, qui ont rencontré les Black Powers, Black Panthers, etc. Ce sont ces jeunes qui sont devenus des dirigeants politiques de la Caraïbe anglophone. Donc ils ont été formés dans ce contexte et ils ont réinvesti leur élaboration dans la région caribéenne. Vous vous intéressez aussi à l'œuvre d'Annick Sylvestre, notamment cette trilogie donc à destination des enfants, qui donne la parole en fait à la première personne à des personnages qui sont des personnages esclavisés. Eh bien, cela manquait, même si ça s'est beaucoup développé. J'ai été séduit par la lecture des ouvrages d'Annick Sylvestre. Et il y a pour nos ancêtres, La mémoire retrouvée, Médard et Medline, et Noupé ou La liberté retrouvée. Oui, parce que je trouve qu'elle a trouvé un ton tout à fait approprié, un ton que je trouve martiniquais.
Et c'est une œuvre importante parce que la fiction intervient là où il y a des manques au niveau de la recherche historique. Oui. Et donc la fiction permet de résoudre cette injustice herméneutique. Oui. Et enfin, donc, vous parlez de coopération. La coopération, alors on a parlé, quand vous abordez la question de l'influence des penseurs canadiens et de l'influence sur le reste de la Caraïbe, c'est une façon effectivement de réparer, mais la coopération à proprement parler, comment ça peut permettre d'avancer sur cette justice herméneutique épistémique? Alors 2023 a marqué un peu un tournant. Oui. Et on a commencé à regarder derrière. 2023, c'est 10 ans après 2013 et la création de la Commission de la CARICOM pour les réparations. Et en 10 ans d'action institutionnelle, parce que la CARICOM, c'est un regroupement d'États, donc il y a une coopération entre institutions qui s'est développée dans une logique de réparation, pour la réparation, mais cette coopération est une forme de réparation. Parce que les pays de la Caraïbe anglophone ont renoué des relations, avec divers pays d'Afrique, ont créé des facultés pour l'Université des West Indies, des programmes de développement économique. Et en 2023, on aboutit à un grand résultat qui est la proclamation d'Accra, qui est passée assez inaperçue, mais qui est une... Qui dit quoi? Qui d'un point de vue historique, est extraordinaire. C'est la proclamation d'Accra. Par la proclamation d'Accra, l'organisation supranationale Union africaine intègre la Caraïbe à travers les pays de la CARICOM et conçoit un projet commun de réparation avec la création d'une fondation pour les réparations, de programmes d'action. Et 2025, qui vient de se terminer, était pour l'Afrique l'année des réparations. L'année des réparations. Oui. Et donc cette coopération, en 10 ans, a abouti à ce que les États africains s'engagent dans la demande de réparation pour l'esclavage et la traite. D'accord. Ce qui est une avancée majeure. Oui. Tout à fait. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on arrive au bout des 12 minutes. Un mot peut-être sur cette très belle photo. Donc, c'est Trénel. Hein. C'est Trénel. Alors, moi, je suis Foyalais de Corridon. Oui. Donc, ça fait partie de cette photo, c'est mon paysage quand je vais au lycée Schellcher, à pied. Oui. Donc, cette photo, c'est l'autoréparation. D'accord. C'est l'autoréparation des Martiniquais. C'est aussi un mot pour Aimé Césaire, la réparation soutenue par Aimé Césaire dans un contexte hostile. Merci beaucoup. Donc, savoir et réparation dans la Caraïbe, justice herméneutique et justice épistémique pour dépasser la colonialité. Rodolphe Solbiac, de nous avoir ouvert à ces notions universitaires, mais vraiment très, très, très intéressantes, qui nous permettent de penser notre société, voilà, dans une logique aussi historique et puis de dépassement de certains mots de notre société. Merci beaucoup, Rodolphe Solbiac. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.